Donc, bonjour tout le monde. Je me présente, moi c'est Majed Issa. J'ai eu le plaisir, je suis un ancien assistant du CHU de Bicêtre. J'ai eu le plaisir de rejoindre l'équipe de l'hôpital privé du Vadière avec le docteur Abou Farah et la clinique Paris-Lila. Donc, je vais parler ce matin d'un sujet qui connaît un grand essor depuis 10-15 ans et beaucoup de développement. C'est la chirurgie préservatrice de l'hanche. Euh, c'est un sujet qu'on découvre de plus en plus et pour lequel on a de plus en plus de moyens et de connaissances. Donc l'évolution de nos connaissances théoriques sur les pathologies de hanche et surtout l'avènement de nouveaux outils techniques nous a donné la possibilité de soigner beaucoup de défauts morphologiques et de lésions de la hanche. On a maintenant la possibilité également de réaliser ces gestes-là, réaliser une bonne partie de ces gestes-là en mini-invasif, notamment grâce à l'arthroscopie de la hanche. Et tout cela nous permet d'optimiser la fonction de cette articulation, de gérer beaucoup de causes possibles de douleur au niveau de la hanche. Et donc, en somme, augmenter la longévité de cette articulation, voire éviter donc la fatalité qui était une prothèse de hanche. Donc, le message phare que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, c'est que une douleur de hanche n'est plus inéluctablement synonyme de prothèse. C'est pour cela que j'aimerais bien distinguer la notion de traitement préservateur, donc la chirurgie préservatrice, et l'attitude classique qu'on avait jusqu'à récemment, c'est-à-dire d'essayer de jongler un peu avec la douleur, avec les déficits fonctionnels pour retarder le maximum possible la prothèse de hanche qui était un peu notre seule solution. Alors, on sait maintenant que beaucoup de lésions dans les différentes structures de la hanche sont liées à des vices morphologiques de la hanche, notamment un défaut d'angulation, un défaut de couverture de la tête fémorale, un défaut de rotation de la tête du col fémoral ou un problème dans l'offset. Et on sait que plus de 50% des arthroses chez les gens jeunes, donc les gens de moins de 50 ans, on a regardé un peu ces cas-là et plus de 50% avaient justement un vice morphologique. Le plus fréquemment, c'était un conflit fémoro-acétabulaire, on va en parler plus tard, ou une dysplasie de hanche. Donc, on a beaucoup de moyens, beaucoup de traitements de chirurgie pour conserver le genou. On fait beaucoup de stéotomie au niveau du genou, on fait beaucoup de ligamentoplastie, ligaments croisés, etc. Et on voit que vraiment, on avait jusque-là très peu de moyens au niveau de la hanche pour préserver justement cette articulation, ce qui n'est plus le cas maintenant. Alors, il faut vraiment, pour parler de chirurgie préservatrice de la hanche, il faut un certain alignement de planètes. On ne peut pas toujours proposer une chirurgie préservatrice à tous les patients. Ça dépend certainement de l'âge des patients. Et ici, j'aimerais insister sur la notion de différence entre l'âge chronologique et l'âge physiologique. On voit de plus en plus, les gens vivent mieux, ils s'entretiennent mieux. Et on voit de plus en plus de gens de 60 ans et qui ont un âge physiologique qui fait 15 à 20 ans de moins. Le type d'activité certainement a une influence et ça influence les attentes fonctionnelles de chaque patient. Un patient qui est complètement sédentaire n'a pas les mêmes besoins, les mêmes attentes qu'un patient qui est sportif régulier, quotidien, etc. L'obésité est un facteur important dans la chirurgie préservatrice de la hanche et surtout la compliance de chaque patient. C'est vraiment un traitement de participation entre le chirurgien et son patient. Alors,
objectivement, nous nous basons sur une classification assez basique, qui est la classification de Tonis de la coxarthrose. Et on considère que la chirurgie préservatrice de la hanche reste possible dans les Tonis 0 ou 1. C'est-à-dire du moment où on commence à observer des géodes dans la tête fémorale ou dans le côté, et du moment où on a une diminution de l'épaisseur du cartilage de plus de 2 mm, on considère que la phase, le stade de chirurgie préservatrice est dépassé. Alors, j'ai fait cette topo exprès pour insister vraiment sur l'importance de la radiographie simple. On voit de plus en plus de patients arriver avec directement une IRM. Est-ce que vous avez déjà fait des radios, monsieur? Non, on m'a directement prescrit une IRM. Il faut savoir que vraiment les radios simples restent vraiment un gisement d'informations. Ici, devant vous, vous avez une radiographie simple du bassin de face. Déjà, rien que sur cette radio, donc la radio qui reste indispensable, rien que sur cette radio, on peut mesurer par exemple l'angle de couverture latérale de la tête fémorale. On peut tracer, on peut voir par transparence donc les ombres de la paroi postérieure et de la paroi antérieure. Donc ça peut, ici on peut décerner par exemple un signe du croisement, un signe de rétroversion acétabulaire, etc. Beaucoup d'infos donc. On peut mesurer l'angle cervico-diaphysaire. On peut mesurer l'angle de Tonis, donc qui est un signe également pour la couverture acétabulaire. On peut voir s'il y a une différence de longueur entre les deux jambes qui a pour origine la hanche. On peut tracer le cintre cervico-obturateur ou la ligne de Shelton. Sur le profil, ou ce qu'on appelle ici le faux profil de Lequen, on peut mesurer également, comme on avait mesuré tout à l'heure la couverture latérale, on peut mesurer l'angle de couverture antérieure. Et sur un profil de Don, ou bien sur un cliché en grenouille, on peut mesurer l'angle alpha. Donc, c'est un angle qui nous permet de voir s'il y a vraiment cette bosse-là que vous pouvez voir et qui serait responsable d'un effet CAM, ce qu'on appelle un effet CAM, on va voir plus tard, et donc d'un conflit fémoro-acétabulaire. Et tout ça, ça va nous aider à vraiment bien planifier notre geste chirurgical également. Alors, je passe assez vite sur l'examen clinique. Il faut savoir que l'examen clinique de la hanche, il peut vraiment être très riche. Rien qu'en observant le patient en position debout, on peut voir s'il y a un strabisme rotulien qui pourrait indiquer un excès d'antéversion du col fémoral, une bascule pelvienne, une asymétrie des épaules, etc. En le voyant marcher, on peut voir s'il y a une boiterie d'esquive ou d'équilibre, l'angle d'attaque du pas, etc. Il y a vraiment plein d'informations à en tirer. On peut réaliser le test de Trendelenburg qui peut signer une faiblesse des muscles abducteurs, l'amplitude des mouvements, donc en flexion, extension, abduction, adduction, rotation externe, rotation interne. On peut faire une flexion de hanche en contre-résistance qui pourrait, par exemple, dans certains cas, indiquer des pathologies de l'iliopsoas. On pourrait réaliser le test d'Aubert pour voir la tension du tractus iliotibial. On pourrait réaliser le test de roulement de la hanche qui peut déceler certaines sources de douleur. Le test très important de Fadry, donc flexion-adduction, rotation interne, qui est très utile dans le conflit fémoro-acétabulaire. Et inversement, le test de Faber, flexion-abduction, rotation externe. On peut mesurer l'antéversion du col, etc. Donc, l'examen de la hanche est vraiment un examen qui est assez riche. Donc, les différentes pathologies qu'on évoque en général, c'est les pathologies les plus fréquentes pour la chirurgie conservatrice. C'est d'abord le conflit fémoro-acétabulaire. Donc, c'est une partie du col ou de la tête fémorale qui vient buter contre une partie du petit. La deuxième pathologie, c'est la dysplasie de hanche. On va en parler. Donc, c'est un défaut de couverture du côté. On peut observer également une antéversion excessive du col, une coxa valga, c'est-à-dire un angle cervico-diaphysaire augmenté par rapport à la normale, ou inversement, une coxa vara, un angle plus petit. Une coxa saltans ou des craquements douloureux au niveau de la hanche.
On peut également observer, et ça c'est assez fréquent, des tendinopathies ou même voir des ruptures des tendons des fessiers, donc du moyen et du petit fessier. Ça ressemble assez à ce qu'on observe au niveau de la coiffe des rotateurs. Et bien sûr, on peut avoir des lésions ostéofémorales et des ports étrangers intra-articulaires. Pour commencer avec le conflit fémoro-acétabulaire, donc on a 3 types de conflits. Soit c'est cette bosse-là, on a une certaine bosse qui peut être primaire ou secondaire à une pathologie dans l'enfance, qui fait que quand le patient fléchit, quand il plie sa hanche et qu'il fait une rotation interne, cette bosse-là vient buter contre le rebord cotyloïdien. Inversement, le rebord cotyloïdien peut être beaucoup trop prononcé et il vient justement buter sur un col qui est par ailleurs normal. On peut également avoir un mélange des deux. Dans 25% des conflits fémoro-acétabulaires, on a un mélange des deux, de la came et du pincer, ou ce qu'on appelle en français l'effet tenaille. Beaucoup plus rarement, on peut avoir un conflit entre le petit trochanter et l'ischio, on peut avoir un conflit postérieur entre le grand trochanter et l'ischio, etc. Et ça, c'est beaucoup plus rare. Au scanner 3D, regardez comment normalement une tête fémorale, le rebord cartilagineux se termine ici. Donc toute cette partie-là, c'est cette butée, c'est cette bosse qui, en rotation et en flexion, vient buter contre le rebord du cotyle. Et donc, au niveau du rebord cotyloïdien, on a le labrum du cotyle qui peut donc être abîmé. Sur des coupes transversales, voilà ce que ça donne. Donc ici, un effet cam. Donc en rotation interne, ça vient buter et ça vient écraser carrément le labrum. Un effet tenaille, voilà, même effet. Et quand c'est mixte, c'est encore, c'est les deux mécanismes en même temps. Au niveau de la radio, donc, comme on a vu sur le profil de Don, on peut mesurer donc l'angle alpha qui peut nous indiquer combien d'excès d'os il y a, donc combien d'os il faudra réséquer. Alors, comme conséquence de, comme on l'a dit, le labrum est écrasé à cause de ce conflit fémoro-acétabulaire. On peut observer une délamination progressive du cartilage, donc tout ça, ça peut être vraiment très douloureux. Et on peut observer une lésion par bras de levier, des lésions de contre-coup, donc diamétralement opposées, des lésions du cartilage postéro-inférieur, et voire même des problèmes de la symphyse pubienne, du rachis lombaire, des sacroiliaques, etc., par modification vraiment de la dynamique de la hanche. Regardez par exemple ici c'est la tête fémorale, le labrum qui est complètement effiloché ici, et plus à l'intérieur, on peut peut-être observer, si vous voyez, le cartilage qui commence à s'abîmer. Ici, c'est une vue, là c'est la tête fémorale, ici c'est le col fémoral avec cette bosse-là. Donc c'est ça, la bosse qui fait effet cam, et après résection, donc, voilà, on a rétabli une ligne homogène avec un col normal. Alors, les solutions, donc vous l'avez déjà compris, les solutions pour le conflit fémoro-acétabulaire, essentiellement, on peut employer l'arthroscopie de hanche pour fraiser donc juste cet excès d'os, que ce soit sur le col fémoral ou sur le cotyle. On peut aller débrider, voire réparer le labrum. Certains même vont maintenant jusqu'à faire reconstruire le labrum. On peut aller faire un débridement du cartilage, des microfractures pour stimuler la formation de fibrocartilage. On peut également, quand on a besoin, réaliser ce qu'on appelle une luxation chirurgicale de la hanche, c'est-à-dire un abord de la hanche native vraiment en mini-invasif, sans porter atteinte aux vaisseaux nourriciers de la tête fémorale, ni aux structures nobles avoisinantes. Donc ça permet, c'est plus agressif certainement, mais ça permet une vision beaucoup plus étendue sur la tête fémorale et sur le cotyle. Et donc, ça garde son utilité dans certains cas. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on avait commencé le traitement préservateur de la hanche. Gans en Suisse, etc., les premiers pionniers de la hanche ont commencé à la soigner avec des luxations chirurgicales. Une petite vidéo donc pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ici, la tête fémorale. Ici, le chirurgien, donc, pardon, il palpe le labrum. Donc, quand il s'agit d'un effet tenaille, ici l'excès d'os, donc on peut, par arthroscopie, désinsérer focalement le labrum pour fraiser justement l'excès d'os, pour enlever l'effet tenaille. Voilà. Et ce qui nous ramène donc
un rebord cotyloïdien normal. Et là, il nous reste à réinsérer ce labrum à l'aide un peu, vraiment, ça ressemble beaucoup aux interventions et aux implants d'ailleurs qu'on utilise pour l'épaule pour réinsérer le labrum. C'est des encres avec des fils qui servent justement à réinsérer cette structure-là. C'est une structure très importante parce qu'elle a un effet ventouse, donc qui conserve la stabilité de la tête fémorale et qui empêche justement, par pression négative, que ça se luxe. Quand c'est un effet CAM, donc pour cette bosse-là au niveau du col fémoral, donc on commence par délimiter la zone qui est excisée. On peut certainement s'aider de scopie, donc de radiographie en péropératoire, et avec une fraise, donc on excise donc cette cam, cette bosse, et en péropératoire, voilà ce que ça peut donner. Ici, donc la tête fémorale, on commence par délimiter donc la zone qui est malade, l'os excessif, et puis avec une fraise, comme vous voyez ici, on fraise, c'est vraiment des gestes de quelques millimètres, hein, mais c'est quelques millimètres qui font la différence pour le long terme. Voilà. Deuxième pathologie, la dysplasie de hanche. Donc, je vous rappelle, on a plus de la moitié des arthroses chez les jeunes. On a vu que c'était essentiellement des conflits fémoracétabulaires ou une dysplasie. La dysplasie, c'est un défaut de couverture de la tête fémorale. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la tête fémorale qui est en dehors. Et ce qui fait que la surface d'appui sur la hanche, sur le cartilage, est très diminuée. Ça revient à la formule toute simple de l'école. C'est P égale F sur S. Moins on diminue la surface, plus la pression est importante. Et donc, ceci peut être donc arthrogène. Et quand, en plus, c'est accompagné d'une faiblesse capsulaire et d'une micro-instabilité, ça complique encore plus le problème. On peut avoir donc un défaut d'angulation ou d'éversion du fémur, comme on a dit. Donc, une antéversion excessive, par exemple, peut causer une instabilité antérieure, un conflit postérieur avec le bord postérieur du grand trochanter. L'angle cervico-diaphysaire peut être exagéré ou diminué, et chaque vis morphologique a son impact sur la fonction de la hanche. Alors, par exemple, quand on a une dysplasie, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, on va chercher à augmenter cette surface de couverture en réalisant une butée du rebord cotyloïdien. C'est en général un fragment de crête iliaque qu'on fixe à l'aide d'une vis, et vous voyez que la tête fémorale, là, elle est entièrement couverte, et donc la surface d'appui est répartie sur une zone beaucoup plus large. On peut également réaliser, c'est une intervention beaucoup plus compliquée qu'il faudra bien planifier, on peut réaliser carrément une ostéotomie, ce qu'on appelle ostéotomie périacétabulaire. C'est une ostéotomie, une section autour du cotyle qu'on repositionne de façon à améliorer la couverture et la version du cotyle. Quand il s'agit d'un vis architectural au niveau du fémur, on peut réaliser donc une ostéotomie. Ici, un exemple d'ostéotomie de varisation. Donc, on a diminué l'angle cervico-diaphysaire ou une dérotation pour diminuer l'antéversion, etc. Troisième pathologie, c'est donc ce qu'on appelle communément la hanche des danseurs ou la hanche des karatékas. Donc, c'est des conflits, des conflits entre tissu mou et os qui peuvent devenir douloureux. Donc, c'est ce qu'on appelle la coxa saltans ou le snapping hip chez les anglo-saxons. Ça peut être un conflit, enfin une coxa saltans extra-articulaire qui peut être soit médial. Donc, ici, il s'agit d'un frottement du tendon de l'iliopsoas sur le rebord antérieur de la branche iliopubienne, donc ce qu'on appelle l'éminence iliopectinée. Et à force de frotter et de faire un effet essuie-glace sur cette éminence, eh bien, la bourse qui est en dessous, elle s'inflamme. Et donc, ça peut être source de douleur et source de gros craquements qui peuvent même être audibles par l'examinateur. La coxa saltans peut être latérale. Donc, à ce moment-là, c'est le tractus iliotibial qui fait le même effet, donc, mais sur le rebord du grand trochanter. Et donc, ça peut
entraîner une inflammation de la bourse rétro-antérieure. Le craquement douloureux de la hanche peut être également intra-articulaire, et ici on a une multitude de causes possibles. Sur une hanche vierge, ça peut être une lésion du labrum, ça peut être un corps étranger, un fragment de cartilage ou d'os dans l'articulation. Et également, on peut observer cela sur une prothèse de hanche. Alors, quand l'implant cotyloïdien déborde un peu au niveau antérieur, on a comme le conflit extra-articulaire, donc médial sur hanche native. Ici, on a le tendon donc, du psoas qui peut frotter sur le rebord de la cupule et donc entraîner vraiment des douleurs qui peuvent être invalidantes. Le traitement de tous ces conflits-là peut également être réalisé par arthroscopie, que ce soit une libération partielle ou totale du tendon, que ce soit une libération de la bandelette du tractus iliotibial, une réparation du labrum, etc. Autre pathologie, on peut avoir des lésions ostéochondrales focales au niveau de la tête fémorale qu'on peut soigner. Donc, c'est des lésions soit post-traumatiques, soit dégénératives vraiment focales. On peut soigner en réalisant, comme on fait au niveau du genou, une mosaïque-plastie ou une greffe, une allogreffe, donc, ou une autogreffe de fragments ostéochondraux. Et la toute dernière pathologie donc, que je voulais vous présenter, c'est donc la tendinopathie du moyen fessier qu'on observe fréquemment, qu'on observe assez fréquemment, surtout chez les dames. Donc, c'est une pathologie qui a beaucoup de points de ressemblance, comme j'ai dit, avec la coiffe des rotateurs. Il faut savoir distinguer, bien sûr, les images normales, classiques, des images de rupture de tendon ou de bursite rétro-antérienne. On peut même, comme dans l'épaule, on peut observer une tendinopathie calcifiante, comme cette calcification ici. Et donc, comme on fait au niveau de la coiffe, bon, il y a une classification pour les ruptures. Voilà une image arthroscopique, justement, d'un tendon qui est assez effiloché, en partie désinséré par rupture transfixante, et qu'on peut donc réinsérer et aviver par arthroscopie ou à ciel ouvert. Donc, en gros, le message principal que je voudrais vous transmettre, c'est que, je répète encore une fois, une douleur de hanche n'est plus, en 2020, n'est plus inéluctablement synonyme de prothèse. On a beaucoup de moyens maintenant pour agir là-dessus, notamment donc l'arthroscopie de hanche. Vous avez vu donc les différentes interventions qu'on peut réaliser avec, les ostéotomies du fémur, les ostéotomies du cotyle, les butées de cotyle, la luxation chirurgicale dans certains cas, les greffes ostéochondrales, la suture tendineuse comme pour le moyen fessier et la libération de tendons. Voilà. Donc, voilà pour le traitement préservateur au niveau de la hanche chez les jeunes. On va enchaîner. Donc, voilà, quand le traitement de la chirurgie préservatrice n'est plus possible, quand, comme on a vu, on arrive à des classifications de tonus de 2 ou 3, la solution qui nous reste, c'est la prothèse de hanche. Il faut savoir que c'est une des interventions en chirurgie orthopédique qui a le plus de succès et c'est une qui a les chirurgies qui ont les meilleurs résultats. Donc, je vous présente là la pose de la prothèse de hanche par voie antérieure mini-invasive. C'est une voie qui a été réalisée en premier par M. Huetter en Allemagne et qui a été développée par les frères Judet en France au début du XXe siècle, qui ont réalisé de très larges avancées sur cette voie. Elle a été un peu perdue de vue au cours du XXe siècle et puis là, elle revient avec assez de force et vous allez voir pourquoi. Alors, un petit rappel, on réalise plus de 150 000 prothèses de hanche en France actuellement. L'augmentation, elle a vraiment été exponentielle. Déjà, le premier facteur auquel on peut penser, c'est l'augmentation de l'espérance de vie de la population.
et donc les gens vivent mieux et donc les gens vivent plus longtemps. Les indications classiques, je passe rapidement, les indications classiques d'une prothèse de hanche, c'est d'abord les fractures du col fémoral, les fractures qui ne sont pas amenables à une synthèse, et la coxarthrose, bien sûr, quand on aura épuisé tout traitement non médical, quand le traitement médical devient insuffisant et que le patient vraiment est handicapé par sa coxarthrose. Bien sûr, la confirmation à l'imagerie est nécessaire, mais il faut faire attention à une certaine mauvaise corrélation entre la radio et la clinique. On peut très bien observer des radios qui font un peu peur et un patient qui est assez peu douloureux, et vice-versa. Donc, ce n'est pas la radio qu'on opère, encore une fois, c'est vraiment un message global, c'est l'examen et le patient lui-même d'abord. Alors, on a connu de très grandes avancées sur les implants qu'on utilise pour les prothèses de hanche. On peut utiliser différents matériaux donc pour diminuer justement les coefficients de friction, pour donner le plus de longévité possible et mimer le mieux possible la fonction d'une hanche native. Dr Abou Farah va vous montrer ça beaucoup plus en détail plus tard. Donc, on peut avoir des tiges non cimentées, donc, qui sont recouvertes d'hydroxyapatite. L'hydroxyapatite, c'est une des composantes de l'os humain. La tête fémorale, elle peut être en métal ou bien en céramique d'alumine. La cupule elle-même ou le noyau, donc la cupule, elle peut être en titane avec un noyau en céramique ou en polyéthylène. On peut également cimenter, utiliser un ciment du polyméthylmétacrylate pour cimenter une cupule en polyéthylène, etc., ou cimenter une tige. Une des grandes avancées, et ça c'est une prouesse française qui a vraiment réalisé une révolution de la prothèse de hanche, c'est ce qu'on appelle la double mobilité. Ça veut dire qu'il y a dans ce mécanisme-là, on a deux, pareil, Dr Abou Farah va vous le montrer en live tout à l'heure, on a deux centres de rotation au niveau de la hanche prothétique, la tête fémorale qui s'articule avec l'insert, donc l'insert en polyéthylène, et l'insert lui-même qui s'articule dans la cupule. Et ça, c'est un mécanisme très efficace contre la luxation, qui a diminué largement le risque de luxation. Alors, quand je dis voie antérieure, qu'est-ce que ça veut dire? Voie antérieure, comme son nom l'indique, c'est qu'on passe par en avant. C'est une voie, donc, c'est ce qu'on appelle la voie de uéter. Pour nous, on utilise une petite modification de cette voie qui s'appelle voie de uéter-gaine. Donc, on passe dans la gaine du tenseur du fascia lata sans toucher aux muscles. Et ceci, vous allez voir plus tard, ceci a une grande importance. Donc, c'est une voie qui est strictement mini-invasive, donc aucune section musculaire ou au pire des cas, un léger effilochage musculaire par écartement. Donc, c'est une voie où on écarte vers l'arrière le tenseur du fascia lata, vers l'avant le rectus femoris et le iliopsoas pour arriver directement à la capsule articulaire. Alors, la deuxième voie mini-invasive qui est disponible, c'est la voie de Rottinger. Cette voie a connu un certain engouement jusqu'à un certain temps. C'est une voie mini-invasive, mais qui écarte, donc, qui n'est pas une voie internerveuse. J'ai oublié de vous dire que la voie de uéter est une voie internerveuse, donc qui passe entre le territoire du nerf fémoral et le territoire du nerf glutéal supérieur. C'est important parce que ça veut dire qu'on ne risque pas de dénerver par l'écartement, de dénerver un muscle. Et donc, on ne risque pas de retrouver un an plus tard à l'IRM un muscle qui est complètement en dégénérescence graisseuse. Ce n'est pas vraiment le cas pour la Rottinger parce qu'on écarte le tenseur du fascia lata en avant. Donc, il y a certains cas de dégénérescence graisseuse du tenseur du fascia lata et de la portion antérieure du moyen fessier. Une autre voie d'abord, c'est la voie latérale de Hardinge, qui reste pratiquée, mais beaucoup moins en 2020. C'est une voie qui traverse carrément le moyen fessier et le petit fessier pour arriver à la face antérieure de la hanche. Donc, ça veut dire qu'on est en train de sectionner, puis de réinsérer, bien sûr, à la fin, mais on traverse le muscle principal qui est responsable de la fonction et de la stabilité de la hanche.
La voie de Moore, que va évoquer Dr Abou-Farah, ça reste dans le monde, statistiquement, ça reste la voie qui est la plus pratiquée dans le monde, et ce n'est pas pour rien. Il y a bien des raisons pour ça. C'est une voie qui traverse le muscle grand fessier et les muscles pelvitrocantériens. Des variantes récemment ont permis d'endommager le moins possible ces pelvitrocantériens et donc d'améliorer la technique opératoire, cette technique mini-open. Il reste également la technique qui est beaucoup moins utilisée maintenant, qui consiste carrément à casser le grand trochanter pour arriver à la hanche. Donc ça s'appelle la trochantérotomie. Alors, comment je fais la voie antérieure? Pour la voie antérieure, le patient est simplement sur le dos. Il est soit sur table ordinaire, soit sur ce qu'on appelle une table orthopédique ou table de judo. J'insiste sur ce fait parce que le fait que le patient soit sur le dos, ça reste quand même une grande facilité pour les équipes et surtout pour les anesthésistes. Ça donne un accès plus facile aux voies aériennes. Le règlement de la tension artérielle en péri-opératoire est assez simple. C'est aussi simple que pour un patient qui est allongé. Alors, donc, on réalise donc avec le patient sur le dos, nos repères en général, c'est le sommet du grand trochanter, la crête iliaque avec l'épine iliaque antéro-supérieure, et donc notre incision fait ça à peu près. C'est une incision en général entre 8 à 10 cm en moyenne. Une notion très importante, j'aimerais vraiment insister là-dessus, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus sur la dénomination mini-invasive. Ce n'est pas du tout la taille de l'incision cutanée qui veut dire que c'est une chirurgie mini-invasive. Quand on dit mini-invasif, c'est qu'on est mini-invasif sur les muscles, surtout sur les structures nobles qui sont à l'intérieur. D'accord? Ça, c'est très important et c'est une nuance vraiment à savoir discerner. On tombe souvent dans le piège avec tout ce qu'on a comme marketing, avec les labos, etc. Alors, donc, très rapidement, je passe sur la technique. Donc, on passe, comme je dis, c'est une voie de urétère gaine. On ouvre la gaine de ce muscle-là qui est le tenseur du fascia lata. Et ça nous permet donc de protéger toute cette région-là. C'est une région où passe un petit nerf qui s'appelle le nerf fémorocutané, qui est un nerf superficiel qui énerve la peau au niveau de la face antérieure de la hanche. Donc, le fait de passer dans la gaine du tenseur du fascia lata nous permet vraiment de ne pas voir du tout ce nerf et donc de le laisser à l'abri et donc de le traumatiser beaucoup moins qu'on le faisait à l'avant où on passait dans l'interstice ici. Donc j'écarte mon tenseur du fascia lata en arrière, j'arrive sur ce muscle-là qui est le muscle rectus femoris ou le droit fémoral, j'ouvre la gaine du rectus femoris, j'écarte ce muscle en avant et j'arrive sur cette membrane-là qu'on appelle la membrane innominée. Et le fait d'ouvrir cette membrane me permet de découvrir ce pédicule vasculaire. Et il s'agit du pédicule circonflexe antérieur. C'est une des deux artères qui nourrissent la tête fémorale. Donc, ce pédicule-là, pour accéder à la hanche, donc ce pédicule est coagulé ou ligaturé ou les deux. Et donc, j'arrive sur un coussinet adipeux, qui est le coussinet préarticulaire. Et en excisant ce coussinet, j'arrive directement, je suis sur la capsule articulaire. Là, c'est des illustrations, mais vraiment, la vraie vie n'est pas différente du tout de ça, parce que c'est une voie vraiment qui est très anatomique, propre, avec très peu de saignement jusque-là, jusqu'à la capsulotomie et l'ostéotomie, bien sûr, l'ostéotomie du col. Finalement, donc après avoir ouvert l'articulation et sectionné le col, on arrive à cette visibilité-là. Beaucoup l'appellent la voie royale du cotyle parce qu'on est vraiment droit devant le cotyle. On a une grande facilité pour s'occuper du cotyle. Le fémur est un peu plus compliqué à manipuler. Il faut une grande courbe d'apprentissage pour savoir manipuler le fémur et pour implanter notre tige fémorale. Donc voilà, le fémur est retourné avec le grand trochanter en arrière. Une petite vidéo pour vous montrer, donc, une vidéo rapide. Donc le patient, comme je dis, est sur le dos. Et les jambes sont positionnées dans des bottes et donc sur une table orthopédique. La table orthopédique nous permet de tourner, de tracter, de faire une abduction, une adduction, une extension de la hanche. Et le fait que le patient soit sur le dos, ça nous permet aussi de réaliser plus facilement une scopie en péri-opératoire. Donc, comme on a déjà vu, l'incision est antérieure au niveau de la hanche.
Donc, le tenseur du fascia lata est écarté vers l'arrière, le rectus femoris vers l'avant, et on arrive donc sur la capsule articulaire. Voilà, donc ensuite les gestes pour réaliser une prothèse de hanche, c'est les gestes classiques que vous connaissez probablement. Donc on commence par le fraisage du cotyle, l'impaction ou le cimentage de la cupule, ensuite section du col et résection de la tête, un alésage progressif à l'aide des râpes du fût fémoral. Je vous rappelle que le fémur, c'est un cylindre creux. On positionne donc notre tige qui peut être soit impactée en press-fit, soit cimentée, et la nouvelle articulation est réduite. Voilà une nouvelle radio. Et pour la voie antérieure, rien que le fait d'enlever nos écarteurs, comme il n'y a pas eu de muscles sectionnés, les muscles reprennent leur position automatiquement. Donc, on n'a vraiment qu'à fermer le plan sous-cutané et cutané. Éventuellement, on peut fermer la gaine du tenseur du fascia lata, mais voilà. Et au final, donc, on sort avec une incision comme ça, en avant de la hanche, une incision de 8 à 10 cm, comme je l'ai dit. Alors, il y a certainement, comme tout en médecine, il y a des limitations à la voie antérieure. La courbe d'apprentissage pour la voie antérieure risque d'être un peu plus longue que pour les voies classiques. La durée opératoire, comme n'importe quelle nouvelle technique, est un peu plus longue. Et on a, donc, en début de courbe d'apprentissage, on a un risque augmenté, ça a été démontré, de certaines fractures péropératoires. La voie antérieure doit être réalisée sur une certaine sélection des patients. La majorité des patients peuvent bénéficier d'une voie antérieure, mais pas tout le monde. Les patients qui ont un très grand abdomen, qui ont une grande obésité, les jeunes patients qui sont très musclés, certaines formes de hanches, les coxavaras, etc., se prêtent moins facilement à une voie antérieure. Un autre problème de la voie antérieure, c'est l'extension de la voie d'abord. Si on a besoin d'accéder à la diaphyse fémorale, c'est une autre voie d'abord en latéral qu'il faudra réaliser. Et une dernière complication possible de la voie antérieure, c'est les fourmillements dans le territoire de ce nerf-là, donc comme on l'a dit, le nerf cutané superficiel. Comme je l'ai dit, cette complication qui était assez fréquente avant est devenue vraiment très rare et au moins assez transitoire, donc réversible, parce qu'on réalise maintenant la version uréter gaine, et donc on passe dans la gaine du tenseur du fascia lata et non pas dans l'interstice entre le sartorius et le tenseur du fascia lata, où se trouve justement ce petit nerf-là. Alors, pourquoi la voie antérieure? Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que d'abord, avec la voie antérieure, on a bien vu qu'on avait un risque de luxation qui était vraiment minimal, qui était largement diminué par rapport aux autres voies. Là, quelques données des pionniers justement de la voie antérieure, ici sur 500 hanches, 1000 hanches, 180 hanches avec Frédéric Lode. Donc, on a un taux de luxation qui est inférieur à 1%, et ici, on est dans les 0,6%. Pourquoi une voie antérieure? Parce que, comme vous avez vu, comme il n'y a pas de section musculaire, les dégâts musculaires sont minimes. Et également parce que c'est une voie internerveuse, on risque beaucoup moins d'avoir une dénervation, donc une section des petites branches nerveuses motrices qui énervent chaque muscle qu'on voit. Un autre avantage, c'est que, ça a été démontré, donc la récupération fonctionnelle, elle est plus rapide en post-opératoire immédiat, au moins dans la durée immédiate en post-opératoire, c'est-à-dire au moins dans les 3 semaines post-opératoires directes. Pareil, pour les douleurs en post-opératoire immédiat, je vais vous montrer certaines méta-analyses un peu plus tard, et ça a bien été évoqué dans beaucoup d'études, et également au symposium de la SOFCOT. Et donc, comme on fait une chirurgie qui est mini-invasive, qui conserve justement ces structures-là, notamment les structures musculaires, la récupération et donc la durée d'hospitalisation est moindre. Il y a certains gens qui sont même partis jusqu'à proposer maintenant la prothèse de hanche en ambulatoire, avec l'avènement de la RAC,
en général, pour nous, on autorise la sortie du patient dès le lendemain de l'intervention. Mais sachez qu'il y a des gens, il y a des services où on propose justement la prothèse de hanche en ambulatoire. Donc là, je ne vais pas vous embêter avec tout ça, mais bon, sachez que là, je vous liste 5 méta-analyses déjà avec un millier de patients à chaque fois, j'ai repris uniquement celles qui viennent de 2019 et de 2018. Donc regardez déjà, le résultat commun, c'est ce qu'on a dit, et c'est surtout l'accord, c'est surtout sur l'avantage en post-opératoire immédiat pour la douleur et pour la fonction. Plus tard, au-delà du post-opératoire immédiat, toutes les voies d'abord se rejoignent en efficacité. Alors, pour nous, les suites opératoires, en général, comme c'est une voie d'abord où il n'y a pas vraiment il y a très peu de saignement, sauf cas contraire, bien sûr, il n'y a pas de 100% en médecine, on ne met pas de redon, pas de drain de redon. Le patient peut marcher dès le jour même de l'intervention, donc en fin d'après-midi ou le soir. En général, on préfère pour l'équilibre qu'il prenne au moins une canne, voire un déambulateur chez les gens un peu plus vieux. Les patients, en général, lâchent ce déambulateur ou ces béquilles au bout de 2 semaines. Donc, comme je l'ai dit, la sortie est autorisée dès le lendemain de l'intervention. La position assise, donc, contrairement à d'autres voies d'abord, on est beaucoup moins, moi en tant que chirurgien, je suis beaucoup moins inquiet quand je vois un vieux monsieur qui n'a pas beaucoup de muscles s'asseoir et s'enfoncer dans son fauteuil. Je suis beaucoup moins inquiet avec la voie antérieure parce que justement, je sais que sa hanche elle est plaquée en flexion quand j'ai abordé la hanche par en avant. Il faut faire bien attention aux mouvements luxants, donc notamment la rotation externe. Mais bon, on ne prescrit pas de rehausseur de toilette, d'élévation du lit, etc. Le patient est autorisé à conduire au bout de 8 semaines et la reprise progressive des sports, donc on commence par de la marche, du footing, etc., est autorisée à partir du 3e mois, de 3 mois, pardon. Donc, comme je vous disais, les mouvements interdits, les mouvements luxants, donc c'est l'extension avec abduction et rotation externe. Vous me direz donc qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de mouvements dans notre vie quotidienne qui font ce genre de mouvement qui est assez extrême. Il y a certaines positions qui peuvent mimer ça, notamment par exemple le croisement des jambes. Quand le patient met sa jambe opérée en dessous, et si par exemple il soulève son bassin, ce serait justement l'équivalent d'une extension de la hanche. Et là, ça peut être justement un mouvement luxant. Et ça, donc, au début, c'est le rôle du chirurgien de rappeler ça au patient. Et c'est surtout votre rôle, donc le rôle des kinésithérapeutes, c'est l'apprentissage des transferts, des mouvements à risque, etc. Et en général, pendant l'intervention, pendant l'hospitalisation, le travail du kiné sert justement à ça et à l'apprentissage, la rééducation de la marche, des escaliers. Et une fois à domicile, on ne réalise pas vraiment de renforcement musculaire, c'est surtout un réveil musculaire sans vraiment de travail contre résistance. Et donc, le patient peut lâcher ses béquilles une dizaine de jours ou 2 semaines après l'intervention. Alors, donc, mes messages de conclusion, c'est avec la voie de Rottinger dont on a parlé, c'est la seule voie d'abord qui est strictement mini-invasive. Donc, attention encore une fois aux dénominations abusives. Ça peut vraiment apporter une valeur ajoutée à une bonne sélection de patients. Ça peut, donc, comme on a dit, ça peut diminuer la durée d'hospitalisation. Il a été prouvé donc, qu'on a moins de douleurs en post-opératoire immédiat et une récupération plus rapide. Ensuite, plus tard, au-delà, donc à moyen et à long terme, ça rejoint les résultats des autres voies d'abord. C'est une voie donc qui conserve les muscles et qui les garde le plus intact possible. Et pour moi, l'avantage principal à long terme, c'est un risque de luxation diminué. Voilà. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été beaucoup trop long. Merci Majed.
on a 195 262 séjours en 2016, dont 104 739 de PTH. Et effectivement, ça rejoint. On a pu travailler avec quelques diapos qui expliquent un peu l'anatomie sur un excellent site qui est l'Anatomie 3D de Lyon, effectivement, que je vous conseille vivement d'aller jeter un coup d'œil dessus. Effectivement, si on part du muscle périforme, qui est le plus important un peu dans la voie postérieure, on voit qu'au niveau du sacrum jusqu'à son insertion dans la fossette, son rôle, le premier rôle, c'est un rotateur externe qui permet de stabiliser un peu la hanche et surtout un starter d'abduction, effectivement, qui peut être utilisé avec le moyen fessier. Si on regarde d'un peu plus près au niveau des muscles pelvico-trochanteriens, on voit qu'il y a deux muscles, l'obturateur interne et externe, qui travaillent en synergie. C'est un stabilisateur du bassin parce qu'effectivement, la co-contraction permet de stabiliser la hanche en antéversion et en rétroversion, ce qui est important pour récupérer. Effectivement, l'anatomie, on peut voir un peu le rapport qui est tout à fait correct entre le nerf sciatique qui passe sous le piriforme et dans son plancher, il y a les autres muscles. Et de biais, on voit parfaitement bien le passage du nerf sciatique sous le pyramidal et puis les autres muscles. La voie d'abord postérieure va détacher d'ici à ce niveau. Donc, on est un peu loin au niveau du sciatique. Donc, il y a moins de risque à ce niveau parce qu'il protège un peu. Mais c'est une manière de voir un peu les choses. En avant, comme on l'a vu avec Majed, il y a le petit fessier qui est en avant et surtout le grand muscle moyen fessier qui permet de faire l'abduction. Et surtout, un muscle important qu'il ne faut pas oublier, c'est le psoas iliaque avec son chef spinal et son chef iliaque et qui passe devant, comme Majed l'a bien parlé. Et effectivement, le psoas iliaque, quand il se contracte des deux côtés, effectivement sur un bassin stabilisé, ce qui permet de faire une flexion de la cuisse. Or, il y a une pathologie spéciale ici, qu'on a parlé aussi dans les voies antérieures, c'est cette tendinite de psoas sur le bord du cotyle et en même temps, ce passage-là qui peut être une zone de défilé, une réflexion, qui peut expliquer quelques tendinites avec un rebord, si l'os il est un peu proéminent, d'expliquer certaines douleurs, surtout quand on met une prothèse un peu plus en antéversion que d'habitude, qui peuvent entraîner un certain conflit à ce niveau. Pour la voie postérieure, pour être plus rapide, donc on va dire c'est la voie habituelle de Moore. Une mini-poste, ça veut dire une mini-voie postérieure, peut être une incision qui est juste un peu plus à l'arrière. Et on prendra que cette partie-là, c'est pas la grande partie. Et effectivement, ça passe par une décision des fibres du grand fessier, sans couper le grand fessier, son insertion qui est là, mais surtout une décision de ces fibres pour pouvoir les écarter. Une vue anatomique, effectivement, si on écarte un peu le grand fessier, on voit le trochanter, l'insertion du pyramidal du piriforme qui est là, et les autres muscles pelvico-trochantériens, jumeaux supérieurs, obturateur externe, obturateur et jumeaux inférieurs, et puis le carré crural, qui permettent effectivement de inciser à ce niveau et d'aboutir sur la capsule, en faisant attention qu'il y a le nerf sciatique qui est assez loin et qui est protégé. Effectivement, l'ouverture de la capsule peut se faire, mais surtout en rotation interne du fémur cette fois-ci, et non pas en rotation externe, sur une table normale, en décubitus latéral par contre. Et effectivement, on peut faire la section de la tête et puis la préparation du cotyle à partir de ce moment. Est-ce qu'on peut fermer la capsule? Oui, si on introduit une certaine possibilité. Effectivement, on le faisait depuis plusieurs années et un article récent de 2019 a montré la technique elle-même qu'on fait depuis longtemps. On préserve le pyramidal dans les mini-postes, on fait une incision de la capsule. Cette incision peut être incisée un peu plus par là et de faire un petit lambeau de rotation qui permet de stabiliser et de cacher un peu la prothèse qui est visible ici, pour cacher un peu la prothèse à ce niveau et pour donner une certaine stabilité active par le pyramidal. Même s'il est coupé, on peut le réinsérer, il va être effectivement efficace. Et puis la capsule qui ajoute un tissu à ce niveau. On va parler aussi des types de prothèses. Effectivement, la luxation des prothèses peut se faire en avant ou en arrière selon la mobilité. Pour une prothèse simple mobilité, le seul fait d'avoir un mouvement luxant, ça permet de déboîter la prothèse. Comme ici, comme vous voyez, un seul mouvement déboîté. Par contre, pour éviter ça, on a proposé des prothèses double mobilité. Si vous regardez bien, il y a une pièce qui va dans le cotyle, une pièce dans le fémur et une pièce polyéthylène qui permet de faire la double mobilité. Ça veut dire qu'il y a une mobilité dans cette
prothèse entre la pièce polyéthylène et la pupille, et puis entre la tête et la pièce polyéthylène. Ce qui fait que dans les positions luxantes, la prothèse peut venir en avant pour empêcher la luxation antérieure, et pareil, dans le mouvement luxant postérieur, il suffit que la pièce vienne par là, et ça empêche la luxation postérieure. On va parler un peu, si vous voulez bien, de la voie antérieure et la possibilité de luxer la hanche. Regardez, dans la voie antérieure, on est obligé de faire une rotation externe. Et le fait de faire la rotation externe permet de luxer la hanche. Regardez bien la position entre le fémur qui part en rotation externe et la luxation de la hanche. À l'opposé, si on regarde pour une luxation postérieure, donc je vous montre effectivement, il faut faire une rotation interne du fémur pour luxer la hanche. Et dans cette position, si vous regardez bien, vous voyez comment on dirige la prothèse pour qu'elle soit bien dans l'axe de la diaphyse, et puis on fait la coupe du col dans cette position. Donc, corollaire de ce fait, il y a une possibilité de luxation lorsqu'on fait la rotation externe pour les voies antérieures et quand on fait de la rotation interne, quand on fait une voie postérieure. Effectivement, parfois, on a besoin de faire des gestes associés. Effectivement, si l'âge et il y a une raideur et en même temps, s'il y a une obésité, on a besoin de faire des releases postérieures, même lors des voies antérieures. Parce qu'on peut couper le périformis et les obturateurs, et c'est très difficilement réinsérable par la voie antérieure. Et c'est pour ça qu'on a parfois des luxations postérieures, même si la voie est antérieure, et l'inverse est vrai, parce qu'on a fait des releases importants. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Effectivement, Majed, on en a parlé un peu. J'ai retrouvé juste un article d'Amiens, donc de 2019, qui dit que la voie antérieure par arthroplastie, est-ce qu'il y a une différence entre une voie postérieure, sur une étude là-dessus? Et effectivement, on retrouve pratiquement les mêmes résultats à partir de la 3e semaine, mais à condition de maîtriser la voie d'abord. Je reviens un peu sur les méta-analyses du e-learning de la Softcode 2009, excellent, et effectivement, on a retrouvé les méta-analyses de 17 articles en 2015, 42 articles en 2017, tous qui sont concordants. Il faut une bonne maîtrise de la voie, parce qu'on a un risque de reprise fémorale plus important par rapport à l'expérience des chirurgiens pour les voies antérieures, plus que les voies postérieures. C'est la learning curve, c'est la courbe d'apprentissage qui est plus importante dans les voies antérieures. Et le compagnonnage pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de cette voie antérieure. Attention, quand il y a un âge, une obésité et un profil de patient, il y a un profil d'école, il y a un profil de patient, c'est important. Une étude de la Mayo Clinic sur 100 cas avec un même opérateur qui a l'expérience senior, et effectivement, il n'a pas trouvé entre 50 cas et 50 cas entre la voie antérieure et la voie postérieure. Par contre, il y a des risques neurologiques. En total, quelle que soit la voie antérieure, voie postérieure, on a pour une première PTH pratiquement 0 à 3%, donc on va dire 1% de risque neurologique par des écarteurs, par des allongements. Lors des reprises, on a 1 à 7%. Et quand on opère une dysplasie avec abaissement de la hanche, là, on a pratiquement 10% de risque neurologique parce qu'on a descendu la hanche et on a allongé les nerfs, que ce soit en avant, que ce soit en arrière. Et effectivement, il n'y a pas de problème de ratio que chez les hommes ou chez les femmes, c'est la même chose. Pour la voie antérieure, effectivement, le sciatique de l'autre côté et le nerf fémoral qui est là, et surtout une pathologie spéciale dont on en a parlé. Là, c'est une statistique ancienne parce que ça reprend comme quoi la majorité des incisions étaient postérieures et non pas antérieures. Mais dans les voies antérieures actuelles, il y a ce nerf fémoro-cutané, quand on en a parlé, qui donne des dysesthésies. Dans les premières techniques de voie antérieure qui n'ont passé pas dans la gaine, on était pratiquement à 60% de dysesthésie avec des méralgies, des douleurs à la face antérieure de la hanche qui ont été en partie réglées par la voie d'abord antérieure dans la gaine, comme il l'a dit Majed tout à l'heure. On arrive au chapitre de la rééducation qui est très importante, qui a été changé aussi et chamboulé par le phénomène de RAC qui participe. Et effectivement, il ne faut pas oublier deux grandes choses. Le moyen fessier, c'est le muscle de la boiterie. Il faut impérativement le faire travailler. Et surtout, ne pas oublier les mains, parce que lors du biquillage et pour aider un peu la hanche, il faut impérativement que ses bras soient assez forts pour stabiliser un peu l'appui. Si je reprends un peu le programme, avant le RAC, on était pratiquement jusqu'à 5 jours en disant la mobilisation
sur le plan du lit, une flexion du genou et hanche, pied sur le lit, puis surélever le bassin, et un appui par rapport au dos de la chaise avec un accroupissement bipodal. Après un accroupissement unipodal, éventuellement, en s'aidant toujours d'un plan. Maintenant, avec le rack, on peut diminuer un peu les délais jusqu'à J2, J3 et pour une sortie à J3 ou J4 en fonction de l'autonomie des patients et de la récupération. Est-ce qu'il y a des douleurs? Oui, mais heureusement que les infiltrations péro-opératoires qu'on fait avec un produit qui s'appelle la neuropéine, donc rovipicaïne, et qui permet d'avoir une insensibilité et surtout une diminution de la douleur post-opératoire, on injecte effectivement dans la hanche, ce qui permet de diminuer un peu les douleurs. Surtout, il faut savoir aussi que dans la première semaine, il n'y a pas que la douleur de la hanche, aussi il y a les douleurs qui sont à côté. On en a parlé avec Majed, donc effectivement, il y a les tendinites du moyen fessier s'il était préexistant, est-ce que ça peut donner des douleurs? Est-ce qu'on a fait un allongement au niveau du fémur et à partir de là, ça va tirer un peu sur le moyen fessier avec des douleurs sur le côté? Est-ce qu'il y avait une pathologie du fascia lata qui était présente avant et à partir de là, ça peut créer quelques douleurs? Pour les consignes post-opératoires, c'est très simple, on va s'aider avec plusieurs livrets, surtout dans la littérature sur Internet, il y en a plein, mais surtout, c'est votre rôle à vous, les kinés, pour qu'on puisse aboutir à une école de la hanche, une école de la prothèse pour savoir un peu les mouvements. On va regarder un peu de près ces mouvements. Effectivement, quand vous êtes allongé, il faudra faire attention qu'il n'y ait pas de rotation, que ce soit bras antérieur ou bras postérieur au départ, jusqu'à ce que les muscles se réveillent, quitte à utiliser quelque chose pour pouvoir possibilité de stabiliser un peu. Ces photos ont été prises d'un livret thérapeutique qui a été par le laboratoire, un laboratoire et qui a été fait par l'équipe de la Croix-Saint-Simon il y a quelques années de ça, mais que je trouve parfaitement bien équilibré. Et effectivement, faites attention au mouvement luxant. Une voie postérieure, c'est la flexion, rotation interne. Une voie antérieure, extension, rotation externe. Ça veut dire, dès le retour dans sa chambre, mettre le téléphone du même côté de la hanche opérée, parce que dans cette position, quand la famille appelle et que le patient va répondre, il ne va pas faire un mouvement de rotation. Donc ça, c'est important, mettre le téléphone et la commode du côté de la hanche opérée et non pas l'inverse quand on veut faire quelque chose. Attention aux rotations, ça veut dire que si elle veut retourner comme ça, mieux vaut la mettre à ce moment-là de ce côté, si vraiment pour éviter une torsion, ça dépend de la voie d'abord. Pour se soulever, mieux vaut être à plat. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser les deux mains avec la potence et à partir de là, on stabilise un peu la hanche et à partir de là, il y a moins de risques. Attention au mouvement quand on soulève d'un côté parce que ça induit une rotation. Si on ne fait pas attention, le pied qui part par là, on fait une rotation interne. Quand on part en extension, pour la voie antérieure, c'est rare qu'on soit obligé de faire attention à ce geste-là. Mais surtout, il faudra savoir que certaines capsules sont très fragiles et certains mamies, ils ont des muscles qui sont un peu atrophiques, donc faire attention à ces mouvements. Quand on dort sur le côté, on a dit on met un petit coussin, c'est simplement pour que les muscles se réveillent et à partir de là, il n'y a plus de rotation qui est possible parce que là, c'est impérativement stabilisé. Regardez dans cette position sans coussin, la hanche peut descendre vers le bas, toucher un peu le lit et à partir de là, il y a une rotation interne qui peut se faire à ce niveau. On va parler des positions luxantes de la hanche. Effectivement, si habituellement on dort sur le dos, il n'y a aucun souci, donc la prothèse, elle est bien en place. Par contre, si on dort sur le côté imposé à la prothèse, le fait que la jambe tombe en arrière, ça permet de faire une luxation antérieure. L'inverse est vrai. Si la jambe tourne en rotation interne sur l'autre côté, à partir de là, il y a un risque de luxation postérieure de la prothèse. Effectivement, pour se lever du lit, maintenant, les mêmes techniques que vous connaissez parfaitement et que je pense qu'il faut impérativement apprendre à nos patients, c'est de tourner en un seul bloc, en s'aidant éventuellement de l'autre jambe pour pouvoir descendre la hanche opérée pour éviter toute rotation possible. Faire attention à ces mouvements de rotation, rotation externe, rotation interne, qui peuvent luxer et donner une certaine instabilité. Pour s'asseoir, comme vous le savez, il faut être bien le doigt avec les deux épaules, le dos bien droit et en même temps les épaules qui touchent un peu le fauteuil pour stabiliser et effectivement faire attention de ne pas croiser les jambes comme on l'avait vu tout à l'heure. Pour se lever, on prend appui sur les deux bras du fauteuil et à partir de là, la hanche qui est opérée en extension et on se lève avec l'aide de l'autre hanche pour pouvoir. Attention à l'hyperflexion.
parce que cette hyperflexion permet de faire une instabilité à cette hanche. Comprendre un chevet, un objet sur une table de chevet, comme on l'avait dit au moment quand ils sont allongés, il faut toujours être du même côté pour éviter de tourner sur l'autre côté en moment d'une rotation. Surtout s'il y a un objet par terre, comment on le ramasse? Toujours avec une pince ou demander de l'aide. Et surtout, ne faites pas ce mouvement d'hyperflexion parce que là, on part directement sur une position d'instabilité. Utilisez pour se chausser un chausse-pied, effectivement, qui soit assez long, parce que ça évite un peu ce mouvement-là, et ça évite un peu la torsion du tronc qui implique des torsions et des contraintes sur la hanche. Pour les chaussures en position debout, dans cette position, c'est tout à fait safe, c'est tout à fait sans problème. Attention aux rotations. Par contre, attention, si vous avez une hanche qui est là, qui est une prothèse, et vous mettez la jambe ici sur un tabouret ou sur un fauteuil ou quelque chose pour mettre votre chaussure, là, c'est une position luxante. Et effectivement, c'est une position instable. Pour le béquillage, effectivement, vous avez la hanche opérée, les deux cannes, vous avancez les deux cannes, la hanche opérée avance avec les deux cannes et l'autre hanche rejoint, ce qui permet d'avoir une bonne stabilité. Pareil, pour se pencher, on utilise le mouvement de bascule. Et si on est obligé de s'être à genoux, il faut utiliser la position du chevalier sur le vent. Ça veut dire qu'on met un peu directement l'appui directement dessus. Et là, on implique moins de rotation sur la hanche. Surtout le téléphone qui sonne quand on est debout, ne faites pas une torsion. Parce qu'effectivement, si on fait une torsion sans faire attention avec des muscles faibles, on risque une luxation. Pareil, pour s'asseoir sur un siège de toilette, parfois des rehausseurs sont utiles, mais simplement, il faudra que le kiné vérifie ça par rapport à la longueur de la jambe, par rapport à la hauteur standard des toilettes et de savoir est-ce qu'il faut un rehausseur ou non. Pour une douche, pour la toilette, mieux vaut faire une douche parce que là, effectivement, ça peut être debout, comme ça peut être sur un petit tabouret qu'on peut mettre dessus pour s'asseoir. Mais évitez les baignoires parce que là, effectivement, il y a une hyperflexion qui se fait à ce niveau. Et effectivement, barre toujours. Et effectivement, s'il faut une baignoire, utilisez une planche pour qu'il s'assoie dessus, pivoter et ainsi de suite. Et à partir de là. Les soins de pied peuvent se faire avec une serviette, surtout pour ne pas baisser en flexion, ainsi que des soins au niveau des ongles ou quelque chose. Mais le mieux, c'est de demander l'aide d'un pédicure podologue qui puisse faire un peu ces examens, ces soins, tant qu'il n'y a pas d'instabilité à ce niveau. Pour s'habiller, enlever comme d'habitude, on utilise soit des bretelles amovibles qu'on peut les enlever après, soit on utilise une pince qui permet de soulever. Il ne faut pas oublier que parfois nos prothèses sont des papis et des mamies qui sont à un certain âge et qui n'ont pas probablement la force et l'autonomie qu'il faut pour être autonome. Utilisez un enfil bas, ça c'est sûr, comme on avait dit, un chausse-pied un peu long. Surtout éviter la flexion importante et faire attention aux béquilles qui sont par terre, mieux vaut les mettre dans cette position, comme ça ils ne tombent pas, ils ne donnent pas d'instabilité, parce qu'il faut faire attention. Reste le problème des escaliers. Effectivement, on dit il faut toujours monter l'escalier avec la jambe qui est normale, qui n'est non douloureuse, ce qui permet de soulever un peu et d'avoir une bonne stabilité quand la hanche opérée rejoint. On dit on monte au ciel parce qu'effectivement, la hanche qui n'est pas douloureuse, à partir de là, c'est elle qui met en degré. Pour descendre à l'escalier, il faut mettre les deux béquilles vers le bas, utiliser la hanche qui a été opérée en premier pour stabiliser l'appui, et après, c'est la hanche opposée qui rejoint. On descend à l'enfer parce qu'effectivement, on descend avec la hanche qui a été opérée. Comme ça, ça évite un peu le problème d'instabilité. Pour la voiture, pareil, comme le lit, il faudra tourner les deux en même temps, en faisant attention à des rotations, donc toujours les deux en même temps. Un petit moyen technique, mettre un petit sac plastique sur les fesses, comme ça pivote un peu mieux. Et à partir de là, ça colle moins au niveau du siège. Et faire attention à la hauteur des sièges, ça c'est sûr. Et effectivement, les activités sportives, tout ce qui est pivot, appui, il faut diminuer. Pendant le premier mois, on peut marcher, on peut éventuellement s'aider avec une canne de marche, un bâton de marche. La natation, éviter la brasse. Et surtout le vélo, attention à cette barre. Donc, utilisez plutôt un vélo où on ne peut pas enjamber, ça veut dire un vélo qui n'a pas cette barre-là, pour éviter toute instabilité. Dernièrement, quand il y a un obstacle, je pense que les kinés apprennent parfaitement bien dans l'école des prothèses ce mouvement à nos patients. Il faut avancer les deux béquilles en avant, on avance et on met la hanche opérée et après l'autre hanche qui rejoint. Et ça permet d'éviter plein d'instabilité.
Dernier chapitre, les relations sexuelles, c'est possible, mais il faut parler avec le partenaire. Surtout, effectivement, il y a des positions qui entraînent des flexions forcées, une abduction, une rotation interne, une rotation externe. Il faudra en parler et voir un peu les mouvements qui sont interdits. Et je pense qu'il faudra en parler avec nos patients. Surtout, en règle générale, il faut surveiller le poids. 1 kg de pli, c'est 4 kg sur la hanche. Attention à faire les piqûres dans la fesse du côté opéré. Éviter les positions d'instabilité et de piétinement. Faites toujours une activité physique pour renforcer un peu vos muscles et faire très attention aux chutes, les béquilles, les animaux domestiques, les fils, à tel point que, effectivement, à Villeneuve, par exemple, depuis 10 ans que je suis, on utilise un petit livret où on a un petit mémo qui permet, d'avant l'hospitalisation, de demander à nos patients, avez-vous dans la maison de la place pour circuler entre les meubles? Vous avez enlevé les fils électriques? Est-ce que vous avez enlevé les tapis ou collé ceci avec le double face? Dans les toilettes, est-ce que vous avez installé une barre fixe? Est-ce que vous avez installé un réhausseur? Éventuellement, une lumière automatique qui peut s'allumer si vous levez la nuit. Avez-vous dans la chambre rehaussé votre lit? Parce qu'il y a parfois, il y a des lits qui sont assez bas et qui donnent une instabilité lors du lever. Est-ce que vous avez pour vous habiller une chausse-pied, une pince à long manche? On n'influit pas. Je pense effectivement dans cette période de Covid de faire très attention, protégez-vous, il y a les gestes, effectivement, n'oubliez pas ça malgré qu'on fait des topos là-dessus, vérifiez le gel, vérifiez un peu au bloc effectivement qu'on est protégé, surtout attention à vos portables parce qu'il y a toujours du Covid dessus et toujours pensez à nos anges gardiens parce qu'effectivement nos infirmières, notre personnel soignant, les kinés, les brancardiers, ils sont tous en première ligne aussi. Je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup, Fadi, pour cette belle présentation. Je te laisse reprendre un peu ton souffle. On a pas mal de questions. Je vais commencer par répondre à 2 petites questions concernant le conflit la chirurgie préservatrice de la hanche. Alors, première question par monsieur ou madame S. Alors, bonjour, quelles sont les indications post-opératoires lors d'une libération du tendon du moyen fessier? Est-ce que la l'API est autorisée? Alors, j'imagine que vous voulez dire une réinsertion du tendon du moyen fessier. Quand on réalise une suture du tendon du moyen fessier, les suites sont un appui protégé, justement. Donc, on autorise un appui à 50% et souvent, on utilise une attelle anti-abduction, c'est-à-dire une attelle en Bermuda qui empêche le patient de réaliser une abduction ou de faire une abduction active de son muscle moyen fessier. C'est assez contraignant pour le patient. C'est vrai que les suites post-opératoires ne sont pas simples du tout. Il faut attendre les 6 semaines en général avec cette attelle-là pour avoir la cicatrisation. Si vous parliez de la libération de l'iliopsoas plutôt, si c'était ça votre question, l'appui est autorisé d'emblée. Il ne faudra bien sûr pas trop fatiguer la hanche pour laisser vraiment les choses se calmer et pour ne pas avoir mal. Alors, une deuxième question qui est très importante. Est-ce qu'il y a une bursite du moyen fessier et toujours précédée par une tendinite de celui-ci, voilà, ou ce sont 2 phénomènes qui peuvent être indépendants? Alors, ça peut correspondre à 2 pathologies complètement différentes. Donc, j'ai parlé justement du conflit extra-articulaire entre le grand trochanter et le tractus iliotibial, c'est-à-dire le coxasaltans extra-articulaire latéral. Ça peut tout simplement entraîner une bursite donc de la bourse du moyen pré-trochantérienne sans vraiment atteindre donc le tendon ou le corps tendineux du moyen fessier lui-même. C'est vrai que cliniquement, les tableaux peuvent très bien se superposer, donc une douleur à l'appui sur cette bourse-là, sur le tendon, etc. Une douleur à l'abduction, voilà. Le tableau clinique peut être très, très semblable. Et puis, donc, c'est les différents éléments ensemble qui permettent de discerner les 2 diagnostics. Effectivement, il faudra temporiser ça par l'existence d'une élongation. Donc, ça veut dire qu'on a un allongement au niveau de la prothèse qui peut déclarer et déclencher une bursite, une douleur du moyen fessier en même temps. Là, j'étais en train de parler de la hanche native. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier. Et effectivement, une question qui parle chez une personne âgée, si une rupture du moyen fessier à l'imagerie est présente, est-ce qu'elle est forcément symptomatique ou peut-on faire un traitement kinésithérapeute conservateur et fonctionnel?
Ben, je pense qu'effectivement, une personne âgée qui a une rupture du moyen fessier, ça date depuis longtemps, donc elle est progressive. Mais effectivement, il y a une boiterie. Et cette boiterie, il faut le savoir. Est-ce qu'elle est due à la rupture? Est-ce qu'elle est due à un problème neurologique? N'oubliez pas qu'il y a toujours une association avec un canal lombaire étroit, souvent, en personne âgée. Et à partir de là, ça peut être neurologique. Une atteinte neurologique qui peut atteindre le moyen fessier sans qu'il y ait une rupture vraie. Le hasard peut faire aussi qu'il y a une rupture du moyen fessier sur un muscle qui est atrophique et qui est neurologique. Effectivement, dans ces cas, il faut faire la part des choses. Un électromyogramme peut être demandé. Un scanner ou une IRM lombaire peut faire la différence et faire un traitement de conservation et un traitement fonctionnel s'il y a une pathologie médicale associée. Je vais te poser une question, Fadi, enfin, une question qu'a posée l'audience. Après une PTH, est-ce que tous les sports sont permis? Disons, après une PTH, il faut faire attention effectivement à tout ce qui est pivot. Donc d'abord, dans la première période. Après, faire attention à tout ce qui est sport avec appui. Donc ça veut dire que quand on ressaute par un parachute, faire attention. Si on a une prothèse alumine, faire attention à la fracture de la tête alumine quand il y a un choc direct. Quand il y a un conflit avec la prothèse, c'est pas parce qu'il y a une prothèse, une belle radio, il y a un petit conflit qui fait sur le bord de la prothèse, on peut casser l'alumine qui est présente. Une double mobilité, avoir une stabilité. Mais il faut faire attention en fonction de l'obésité, en fonction un peu de l'état général du patient. Golf, on peut le faire. Natation, faire attention à la brasse. Et le vélo, faire attention effectivement à tout ce qui est enjambement et instabilité. Est-ce que par exemple, tu autorises ton patient plutôt jeune à refaire du ski un an après sa prothèse? Ou est-ce que tu dis ça? S'il a des muscles qui sont tout à fait corrects, oui, pourquoi pas. Et surtout s'il a un bon geste technique. C'est pas le type qui n'a jamais fait du ski, il veut se lancer sur le ski. Donc souvent, c'est des gens qui ont fait déjà le ski, ils ont déjà le geste technique, et donc ce qui nous permet de protéger nos prothèses pour éviter qu'ils tombent et qu'ils font des problèmes de luxation. Parce qu'il faut savoir un peu la cinétique. S'il fait du ski avec une grosse cinétique, quelle que soit la voie d'abord, il va luxer sa prothèse. Et surtout, il va augmenter le risque d'avoir des fractures périprothétiques. Et c'est ça, en fait, le danger. C'est des fractures du fémur qui sont sous la prothèse, et là, on est obligé de les ostéosynthèser, de faire un traitement soit conservateur, soit ostéosynthèse, et impérativement 3 mois sans appui si besoin, parce que le fémur est complet à ce niveau. Alors, une autre question, ça m'est adressé. Donc, la kiné a-t-elle le moindre intérêt dans les conflits fémoro-acétabulaires? Ça, c'est une question vraiment majeure. Il faut savoir que tout ce que j'ai présenté, moi, j'ai parlé de la chirurgie préservatrice de la hanche. Mais dans tous les cas, sauf bien sûr certains cas très précis où, par exemple, c'est quelque chose de traumatique, une rupture tendineuse traumatique, une fracture osséochondrale, etc. Mais dans la grande majorité des cas, on ne parle de chirurgie préservatrice qu'après avoir vraiment épuisé tous les moyens médicaux. Et très souvent, la kiné, elle suffit, chez une grande partie des gens, elle suffit pour soigner ces pathologies-là, notamment, y compris les conflits fémoro-acétabulaires, et surtout quand il s'agit de formes assez modérées. Alors, dans le conflit fémoro-acétabulaire, qu'est-ce que je peux faire justement? Je sais que, par exemple, c'est les mouvements en flexion et rotation interne et adduction qui viennent faire buter justement cette came ou cette tenaille ensemble. Donc, je peux très bien insister sur les rotateurs externes de la hanche. Je peux faire un renforcement du moyen fessier, des extenseurs de la hanche, c'est-à-dire du grand fessier. Souvent, avec ces pathologies-là, on a également certaines raideurs qui s'installent. Donc, on a un travail aussi à faire sur cette raideur pour récupérer les amplitudes articulaires. Je donne un autre exemple, par exemple, pour la coxa saltans, quand j'ai un conflit interne, donc l'iliopsoas qui fait essuie-glace sur l'éminence iliopectinée, là, je peux par exemple, dans la plupart des cas, on commence pendant une longue période, au moins pendant 6 mois, par un traitement par kiné, c'est-à-dire un mouvement de renforcement excentrique de l'iliopsoas, etc., un renforcement des extenseurs et du quadriceps, etc. Donc oui, la kiné, c'est l'élément majeur de notre traitement bien avant d'arriver à l'indication chirurgicale pour la majorité des pathologies de la hanche. Je peux ajouter aussi,
il faut que les kinés, nos kinés, apprennent à nos patients comment ils peuvent faire un peu de la gymnastique aquatique qui peut renforcer un peu ses muscles sans qu'il y ait des contraintes. Ça, c'est important pour une hanche qui est douloureuse. C'est dans l'eau, effectivement, ils ont moins de douleur et ils peuvent faire des mouvements forcément sans qu'il y ait un appui dessus. J'ai une question à te poser, Fadi. Chez un patient avec une bonne musculature qui a lâché ses cannes à J+15, pourquoi tu ne l'autoriserais pas à conduire sa voiture? Ça dépend du côté de la hanche. Si c'est la hanche gauche sur une voiture automatique, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est un problème d'assurance. Les assurances, il faut faire attention. Parfois, ils disent, si vous n'avez pas dépassé un mois et que vous n'avez pas récupéré tous vos muscles pour un arrêt brutal par un freinage ou même un embrayage, et donc, vous prenez un risque pour vous et surtout pour les autres qui sont à l'extérieur. Maintenant, c'est question de personne. Si quelqu'un qui est autonome et qui a une bonne musculature et qui a bien récupéré le mouvement et qu'il a pu enlever les cannes, pourquoi pas? Mais dans des positions où il ne force pas et surtout s'il les tombe dans des embouteillages, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, c'est la position assise, c'est la fatigue musculaire et c'est pour ça qu'il faut faire attention à cette autorisation. Dans notre service, j'aimerais ajouter, pour cadrer un peu les choses et pour être un peu plus clair, on autorisait la conduite que 2 semaines après la reprise d'une marche indolore. C'était justement pour là. Et en fait, ça vient du fait que tout simplement, si vous avez besoin de faire un frein, de freiner en urgence de façon rapide, et que vous n'arrivez pas à le faire parce que vous avez une douleur qui est déclenchée, là, comme a dit Fadis, vous êtes dangereux pour vous-même, vous pouvez rentrer dans le décor, ou vous pouvez être dangereux pour les autres. Et c'est essentiellement pour ça. Et c'est pour cela que les assurances ne vous… ne couvrent pas. Ouais. Il y avait une autre question concernant le remplacement prothétique, Fadi. Le fait d'avoir 15 mm de moins en longueur du fémur, est-ce que c'est pathognomonique d'une PTH à terme? Je pense pas, parce qu'effectivement, donc si on a 15 mm de moins, mais avec des angles qui sont parfaitement bien conservés, avec une hanche qui est complètement correcte, oui, mais 15 mm, ça fait beaucoup. Donc, il faut savoir, est-ce qu'on peut pas mettre une petite talonnette, on peut pas mettre quelque chose qui peut rééquilibrer le bassin? Parce qu'en fait, 15 mm de moins, ça veut dire que le bassin, il est oblique au moment de la marche si on le corrige pas. Par contre, si on le corrige avec une talonnette, on a moins de problèmes mécaniques à ce niveau biomécanique et à partir de là, on stabilise les choses. Il ne faut pas se précipiter pour opérer ou allonger un fémur si vraiment il n'y a pas de signe vrai au niveau du fémur, au niveau de l'articulation elle-même. Une autre question concernant le conflit fémoro-acétabulaire. Est-ce que le conflit fémoro-acétabulaire peut-il isolément déclencher une pubalgie ou retrouve-t-on très souvent une micro-instabilité associée? Alors, il faut d'abord distinguer la micro-instabilité de la hanche, qui est souvent lié à un défaut de couverture, donc de la tête, et une certaine laxité capsulaire, une certaine morphologie de la hanche, et le conflit fémoro-acétabulaire. L'instabilité, la micro-instabilité est en général, dans une bonne partie des cas, antérieure ou antéro-supérieure. Alors, quand on parle dans l'autre cas du conflit fémoro-acétabulaire, le fait que la hanche vient, le fait qu'en flexion, je ne sais pas si vous voyez, et en rotation interne, la hanche, la came vient buter sur le rebord acétabulaire. En fait, ça modifie complètement le schéma de la marche. Et donc, ça fait que le basculement et la rotation du pelvis, donc de l'hémipelvis dans ce cas, à chaque pas, est perturbé. Et ça permet donc, ça peut causer donc un excès de contrainte sur la symphyse pubienne et donc se manifester par des douleurs de la symphyse pubienne. Alors en général, quand ça arrive à ce stade, donc au stade de faire des douleurs pubiennes, en général, on a déjà avant des signes de conflit, du conflit lui-même dans la hanche, c'est-à-dire de lésions labrales, c'est-à-dire de la butée qui se passe à l'intérieur de l'articulation. Majed, si tu veux bien, parce qu'on a dépassé de 20 minutes déjà notre temps, donc je pense qu'il y a d'autres questions, on peut les répondre par mail éventuellement. Stéphanie, tu peux prendre la main? Donc du coup, ce que je vous propose de faire, c'est pour les autres questions, d'ajouter en fait les docteurs Issa et les docteurs Aboufara à votre réseau sur Meredith. Vous pouvez les contacter directement
et ils pourront répondre aux dernières questions. Autrement, si vous avez d'autres thématiques à suggérer, vous avez un sondage à la fin de cette réunion. On suit beaucoup ces sondages pour organiser le programme des conférences, donc n'hésitez pas. Merci à tous, merci au docteur Aboufara et au docteur Issa, et merci de vous être autant connectés, et je vous laisse le mot de la fin. Merci à vous, Stéphanie, merci à Meredith d'avoir organisé un peu tout ça. Et effectivement, il ne faut pas oublier que si on s'inscrit, on peut voir le replay après, même si on n'a pas le temps d'assister en live directement sur le topo.